Pour le nomade comme pour le voyageur, monter ou démonter sa tente, ça revient un petit peu à accepter de se laisser faire ou défaire par son voyage. Je suis au cœur de l'Asie centrale, au Kyrgyzstan. Il y a au nord le Kazakhstan, à l'est la Chine, au sud le Tadjikistan et à l'ouest l'Ouzbékistan. Et le Kyrgyzstan est véritablement transpercé par la route de la soie. Et c'est elle que je vous propose de remonter jusqu'aux sources de l'âme nomade kirghize. Je suis à Bichkek, c'est la capitale et c'est vraiment un jour particulier aujourd'hui parce que c'est la fête de l'indépendance. 31 août, ça fait 16 ans que le Kyrgyzstan est considéré comme un État à part entière. Et on a un peu tout ici qui est représenté. Auparavant, il y avait Lénine en haut de la colonne et maintenant c'est la Statue de la Liberté. Il y a le drapeau kirghize et tout ça dans un décor très soviétique, c'est très étrange. Avant d'arriver au Kyrgyzstan, je pensais que le communisme avait contribué à exterminer les nomades. Pourtant, sous mes yeux, on danse, on s'amuse, et de nombreux symboles m'apparaissent clairement. Mais les traditions au Kyrgyzstan sont-elles encore une évidence, ou juste réduites au folklore? Leur réalité n'est-elle pas, comme dans de nombreux endroits sur Terre, celle de nomades devenus sédentaires? Dans la foule, Iladbou, une professeure de français m'aborde, et c'est pour moi l'occasion de lui poser quelques questions. Comment est-ce que on parvient aujourd'hui, dans une société qui a été sédentarisée, à rester encore nomade? De l'année en année, la vie change. Et le peuple aussi, et la ville aussi devient civilisée. Mais à la montagne, à présent, vous voyez partout les bergers avec des yourtes, avec leurs animaux. Dans quel coin? À peu près partout, à partir du moment où je sors dans les montagnes. Dans les montagnes? Dans les montagnes, surtout dans les alpages. Et vous-même, vos parents ou vos grands-parents étaient nomades? Oui, autrefois, avant. Oui, ils ont été nomades. Puis après, pendant l'URSS, on se réunissait dans les villes, on construisait des maisons. En béton, en sol, mais quand même, la vie nomade existait et restait. Comment elle a réussi à résister? C'est notre tradition. Je pense qu'on ne perd jamais. Je pense. Merci beaucoup. De rien. Je pensais devoir me contenter de quelques références à l'âme nomade kirghize. Mais voilà que grâce à Iladbou, l'espoir de croiser les nomades pour de vrai renaît. Avant de rejoindre les Monts Célestes, où elle me dit pouvoir trouver des bergers, Iladbou me conseille de m'initier à l'équitation, le cheval étant un des symboles de son peuple. Elle me met en contact avec Rash, un éleveur de chevaux qui accueille des touristes et qui habite plus à l'est. Alors là, direction Bokombayeva, au bord du lac Issyk-Kul, mais je pense que c'est pas gagné. Parce que, comme d'hab, tout est écrit en cyrillique. Bokombayeva? Janko? Combien? How much? Сколько? 300. Не, Сколько? Сколько? 150. Eh ben, s'ils me font tous le double. Bokombayeva? Bokombayeva. Non, bah là j'en reviens, pas possible. Salam alaikum. Bokombayeva? Bokombay. How much? Combien? Janko.
Söyle. 250. Euh, 250. D'accord. C'est pas si bas. Bon bah je pense que c'est parti, j'espère. Une vallée toute plate. 300 km et 5 heures de goudron monotone. Bokombayeva, puis Barksun, au bord du lac Issyk-Kul, à peine 800 mètres d'altitude. Mais enfin, la promesse de me faire apprivoiser par les chevaux qui me font si peur. Ah, salam alaikum. Rash? Rash. Where? Here? 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 Là? Là-bas? Rash? Salam alaikum. Christophe, nice to meet you. Enchanté. Moi aussi. On m'a dit à Bishkek que tu pourrais m'apprendre à monter à cheval. Yes. Oui, bien sûr. Je vais t'apprendre. Parce que j'ai jamais fait ça avant. D'abord, je vais t'expliquer un petit peu et puis on ira dans les montagnes pour la pratique. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être kirghize? Avant tout pour moi, être kirghize, cela veut dire être en liberté dans les montagnes, avec mes chevaux. Depuis toujours, le cheval est indissociable de notre mode de vie. C'est grâce à lui que nous franchissons les montagnes. C'est avec lui que nous gardons le cheptel. Et c'est grâce à lui que les bergers se déplacent. Il existe un proverbe kirghize qui dit « Les chevaux sont les ailes de l'homme ». Les Kirghizes emploient le cheval dans la vie de tous les jours, pour à peu près tout. Voilà sans doute la raison de ce proverbe. Du cheval, on mange la viande et on boit le lait, que l'on appelle koumis. On utilise aussi la peau et le crin, dont on fait des cordes. Quels sont les symboles du peuple kirghize? Il y a le cheval, il y a la yourte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symbole ou qu'est-ce qui caractérise le peuple kirghize? Oui, il y a la yourte, le cheval et la montagne aussi. Il y a aussi la famille. Pour les Kirghizes, les liens familiaux sont très forts. Et la vie au sein de la tribu est très importante. C'est peut-être dans mon fantasme de voyageur occidental, mais moi, en venant au Kyrgyzstan, je m'attendais à voir aussi des chasseurs à l'aigle ou au faucon. Est-ce que ça existe toujours, ça, aujourd'hui? Oui, oui, il en existe encore quelques-uns. D'ailleurs, mon père capturait des aigles et des faucons afin de les dresser pour la chasse. C'est une tradition qui, dans la famille, remonte à 7 générations. Les chevaux sont les ailes de l'homme. Cette nuit-là, sous la yourte réservée aux voyageurs, ce sont eux que j'ai comptés pour m'endormir. Ah, c'est déjà l'heure.
On va loin? Tu vois les montagnes? Oui, mais lesquelles? Là où il y a la neige? Non, non. Tu vois la forêt? On va juste en dessous. Tu sautes, hein? Tu ne tires pas surtout. Tu sautes comme ça. Pour avancer, tu dis tchou. Tu dis tchou et tu fais comme ça. Attends, je me rappelle pas. Pour s'arrêter, c'est drrr, et pour avancer, c'est quoi déjà? C'est du kirghiz? Oui, bien sûr. Ok. Allez. Voilà, c'est bien. Je suis très fier là. Tranquille. Oh. Et maintenant, il reste plus qu'à aller chercher les chevaux. Allez, en route. Allez. Oui, regarde pas devant. Allez, on y va. Hey! Hey! Wow! Hey! Oh! Christophe, les chevaux sont là. Maintenant, il faut les faire redescendre. Oui, mais comment on fait? Je vais aller par là. Tu viens avec moi. Un peu plus haut, on va les faire descendre jusqu'ici. Ah d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on va aller plus vite pendant la descente. Down. Oui, oui. Pas trop vite quand même. Hein. Oui, t'inquiète pas. En fait, j'ai super horreur des descentes. Je crois que c'est là, chahuté par ma monture, que j'ai pris conscience de la puissance de l'animal à lier les hommes entre eux, mais aussi à les réconcilier avec leur histoire. Le cheval est complètement incontournable au Kyrgyzstan, donc j'essaye de m'y mettre. En fin de journée, là, ça va mieux, mais il y a encore des moments qui sont assez difficiles. Surtout... Ça s'envole. Merci Rach. Au revoir. Thank you. C'est le père de Rach qui m'a organisé ma prochaine rencontre avec Talgarbek, un des rares aiguilliers qui habite à quelques kilomètres de là et qui perpétue la tradition de la chasse à l'aigle. Je retrouve Talgarbek au centre-ville. Nous nous sommes donné rendez-vous en face de la boucherie.
Pourquoi t'as besoin d'acheter toute cette viande? C'est pour nourrir un oiseau que j'ai capturé. Tout ça pour une journée? Non, je vais le couper en morceaux. Il y en aura pour plusieurs jours. Ach macht's. Спасибо. C'est ton cheval? Ouais, il est beau. Marthe. Ça, c'est quoi comme oiseau? Un jagelmai. Dans notre pays, c'est le plus petit de la famille des faucons. On utilise ce rapace pour chasser de petits oiseaux. Pour les lapins, on en utilise un plus gros, qu'on appelle le couche. Avec les aigles, on chasse les renards. Lui, il est tombé du nid hier, probablement à cause de l'orage. Il n'aime pas qu'on lui caresse la tête, si? C'est parce qu'il n'est pas encore apprivoisé. D'accord. Waouh. La taille des cerfs, impressionnant. Ça fait combien de temps que tu l'as? Un peu plus de 4 ans. Et il pèse combien? 6 kilos. D'accord. C'est loin? Dès que tu lui enlèves le masque, il va se mettre en chasse? Ah ouais. Ce regard qu'il a. Il a vu quelque chose? Il a vu un lapin. Un lapin? Oula. J'aimerais pas être lapin d'un coup. Pourquoi tu lui donnes un peu à manger là? C'est pour qu'il ne perde pas son instinct de chasseur. Ah mais c'est carrément la patte. Il ne veut pas le lâcher. Hein. Ça mange quelle quantité de viande par jour? Environ 600 grammes. 600 grammes? Truc hallucinant quoi. Pas commode quand même. Hein. Il t'a déjà attaqué? Non, jamais. Ah, vaut mieux pas. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais tes ancêtres kirghizes, ils faisaient ça pour quoi? Pour la gloire? Pour surveiller les troupeaux? Juste pour s'amuser? C'est une tradition qui remonte au XVIe siècle. À l'époque, il y a eu une période de famine à cause du froid. Et nos ancêtres se sont servis des rapaces
pour chasser et se nourrir. Depuis, la tradition perdure de génération en génération. Et en ce qui me concerne, c'est mon grand-père qui me l'a transmise. Et vous êtes encore nombreux au Kyrgyzstan à faire ça? Au total, je pense que l'on doit être encore une quinzaine dans tout le pays. Avec l'expérience et l'habitude des voyages au long cours, j'apprends à prendre le temps, à dire adieu à ses amis d'un jour sans être triste. C'est un besoin. Il me faut battre du bitume encore et toujours. Ce moment est venu. J'ai envie enfin de toucher du bout des pieds les monts célestes et de retrouver mes pères. Sentir ce Kyrgyzstan qui bat pour tenter de savoir où il va. Me voici à Sariboulak sur la route de la soie, enfin l'ancienne route de la soie. En tout cas, c'est ici qu'on m'a dit que je pourrais trouver un camion qui m'emmènerait vers le sud en direction de la frontière chinoise. Comment monsieur? Atbashi? Là? Moi, à côté? Là? Vas-y, va. Autrefois, il fallait plusieurs mois aux caravanes pour aller jusqu'en Chine et ramener les précieuses étoffes en Europe. Aujourd'hui, la route de la soie s'est transformée en route de l'acier. Il y a combien de kilomètres jusqu'à la frontière chinoise? Environ 300 km. Il faut 24 heures pour faire le trajet. J'arriverai demain soir. La route est en altitude et elle serpente. Et en plus, mon chargement est lourd. Tu transportes quoi? Du métal récupéré, de la ferraille. Et tu sais pourquoi les Kirghizes, ils le vendent, le métal? On vend notre métal aux Chinois parce que, tu comprends, ici au Kyrgyzstan, on n'a pas d'usine pour le recycler. Si on en avait, on le ferait nous-mêmes. Et on ne serait pas obligé de l'amener de l'autre côté de la frontière. C'est la seule route qui mène en Chine, ici? C'est la seule route de la région, mais il y en a une autre, à Osh, qui passe par le sud-ouest du pays. Ce qui relie les Chinois et les Kirghizes, c'est cette route. La route de la soie. C'est grâce à elle que nous avons toujours pu maintenir les échanges et faire du commerce avec la Chine. Et en France, il y a des routes comme celle-ci et des chauffeurs comme moi. On a des chauffeurs aussi, mais les routes ne montent jamais aussi haut. Hein. Alors c'est beaucoup moins dur pour eux, non? Ils ont sûrement des difficultés, mais pas les mêmes qu'ici. En France, pour faire 300 km, ils doivent mettre peut-être 3 ou 4 heures. Vos routes sont bonnes? Oui, les routes sont plates. Là, toi, où tu vas aller le plus haut, nous, c'est quasiment la plus haute montagne dans mon pays. Au Kyrgyzstan, la plus haute montagne, elle est à combien? Je ne sais pas. Et la route la plus haute passe par un col à 4600 ou 4800 mètres d'altitude. Quand on passe ce col, le camion a du mal à avancer parce que le moteur manque d'oxygène. Pour nous aussi c'est dur car on a du mal à respirer. C'est un passage difficile. Les camions chinois, plus modernes et pressés, nous narguent sans vergogne. Avec l'ouverture du pays, il faut faire avec le temps qui court plus vite que les chevaux. Drôle de contraste. Je me trouve au marché d'Atbashi qui est à une 60aine de kilomètres de Narine. Et le dimanche, c'est un jour particulier parce que c'est le marché aux bestiaux. Et j'espérais trouver un gars qui s'appelle Aibek, qui est en fait le ravitailleur qui fait la tournée des plateaux et des bergers dans la montagne.
Et malheureusement, son WAZ, qui est un genre de gros camion russe, est tombé en panne. Et il faut que j'envisage un plan B pour essayer de rejoindre mes fameux nomades. Mais bon, le cheval, j'ai déjà donné, alors j'espère que je vais trouver autre chose. Здравствуйте. Ty davaiti aksai? Niet. Здравствуйте. Ty davaiti aksai? Niet. Il n'y a personne qui va dans l'Aksai en fait. Sauf moi. Bon, ça, je crois que ça va pas être possible. C'est la loose là. C'est vraiment la loose. Excuse-moi, c'est toi qui cherches à aller sur les plateaux de l'Aksai? En fait, j'avais rendez-vous avec Aybeck, mais je le trouve pas, quoi, il est pas là. Donc en fait, je sais pas comment faire pour y aller. Tu peux faire la route avec nous si tu veux. Il reste de la place dans la voiture. Bon, alors je vous suis alors. Merci beaucoup. Hein. Ciao, Rahmat. On a fait 50 mètres, problème d'injecteur. Ouais, il nous en reste une petite centaine de kilomètres là, 7 heures. C'est prévu 7 heures, je pense qu'on va en mettre le double. Un peu inquiétant là, non? Allez, c'est reparti. Je comprends pourquoi il faut 150 litres d'essence pour aller à 100 km de là. Je crois que c'est dans ces moments-là que j'apprécie le cheval. Alors ici, c'est quand même un truc de dingue. On est au milieu de nulle part. Et il faut imaginer un endroit avec un hôpital, un hôtel. C'était ce qu'ils appellent le centre culturel à l'époque de l'Union soviétique et du communisme. Et il n'y a plus que 4 familles qui vivent ici. Donc c'est un endroit qui m'intrigue beaucoup. Parce que je ne me verrais pas vivre ici, moi. Aybeck, avec qui je devais faire la route jusqu'ici, est arrivé pendant la nuit. Aybeck, c'est ici que tous les nomades viennent se ravitailler? Oui, c'est ici. Mais quand il faut, c'est moi qui vais à leur rencontre. Qu'est-ce que tu as ramené alors de Atbashi, du village en bois? Des biscuits, des bonbons et du jus. Du jus d'alcool de blé ou...
Non, pas que de la vodka. Chez nous, en France, dans les petits villages, les petits commerces viennent à disparaître. Toi, tu penses que ici, c'est l'inverse? Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il faudrait même agrandir la boutique, car il y a de plus en plus de gens qui viennent vivre dans la vallée. Ça te dirait de m'accompagner à l'extérieur du village pour qu'on fasse un tour et que tu m'expliques un peu comment ça fonctionnait à l'époque communiste? Bien sûr, avec plaisir. Ou alors on y va. Ils viennent d'où là comme ça? Ce sont des bergers des environs qui viennent transformer leur laine en feutre. Comme dans beaucoup de pays, les hommes regardent et les femmes travaillent. C'est terrible. Il a été construit en quelle année ce village? Il date du début des années 60, à l'époque de l'Union soviétique. Ici, tu vois, c'était la médiathèque. On y organisait des concerts, des spectacles, et on y projetait des films pour les bergers de la région. Tout ça, c'était à l'époque où le Kyrgyzstan faisait partie de l'URSS. Là-bas, c'était le sauna. Et juste à côté, c'est ce qui reste de l'hôpital. C'est vrai que si tout ça s'était fait pour les bergers, c'était quand même sacrément performant. Mais à qui ça appartient? Ça appartient toujours à l'État? Pour l'instant, ça appartient encore à l'État. On aimerait bien tout racheter, mais ce n'est pas encore possible. Il y a combien de familles qui vivent ici encore? 9 au total. Mais il doit y avoir plein d'histoires alors dans ce village, parce que pour vivre à 9 familles, l'entente n'est pas toujours parfaite, si? Il y a des moments intéressants. Je rentrerai pas dans les détails alors. Reste avec nous pendant un an et tu verras bien. Je te remercie, ça va aller. Bon an, mal an, nous nous affranchissons des kilomètres au milieu de nulle part. Plus loin et surtout plus haut, toujours plus haut sont les nomades. La vallée de l'Aksaï culmine à plus de 3500 mètres. Et ce matin, ce n'est pas l'altitude qui fait battre mon cœur, mais l'excitation de rencontrer enfin les nomades des hautes steppes de l'Asie centrale. Wow. Salam alaikum. T'as un invité surprise. Sois le bienvenu. Enchanté, Christophe. Bon bah c'est impressionnant là, quand même. On enlève les chaussures comme partout ailleurs ou... Dans la vallée, les yurts et les nomades sont dispersés, mais entre eux, les voisins forment une grande famille. La générosité avec laquelle je suis accueilli me laisse entrevoir l'espoir de devenir peut-être un des leurs. Le voyage ne t'a pas trop fatigué? J'ai l'impression que le voyage, ça fait déjà très longtemps qu'il dure en fait. C'est tellement loin. Tu n'as pas le mal de l'altitude? Parce qu'on est haut ici. Ça va? En fait, c'est les nuits surtout. En altitude, là, à plus de 3500 mètres, souvent, je fais des drôles de rêves. Le lendemain, réveil aux aurores. Les moutons obligent Turgun Ali, mon hôte, à monter toujours plus haut, là où l'herbe est plus tendre. En sa compagnie, je découvre progressivement les motivations qui l'encouragent à vivre ici. Ils savent où ils vont, les moutons, là? Oui, ils connaissent leur pâture. Ils y vont et en reviennent tout seuls. Et c'est quoi ton territoire? Comment tu sais que ça, c'est ton terrain et qu'à côté, c'est celui d'un autre? Nous passons des accords entre voisins pour partager les territoires. On se repère avec les montagnes. Mais pourquoi tu vas si loin? Parce que là, on est parti depuis ce matin tôt. Et on va jusqu'où comme ça? Les moutons doivent paître et marcher pour que la viande soit bonne. Voilà pourquoi nous partons tôt le matin et revenons tard le soir. Quand les moutons engraissent, notre visage s'illumine. Et sur les 400 moutons, il y en a combien qui sont à toi vraiment? 230 sont à moi. Les 170 autres appartiennent à des gens du village. Et donc sur les 170,
qui appartient aux autres, tu les gardes combien de temps? Toute l'année? Je les garde pendant 6 mois de l'année. Ensuite, je les redescends au village pour les rendre à leurs propriétaires. Et donc toi, tu fais ça un jour sur 3 avec tes 2 autres fils, c'est ça? Oui, nous sommes 3 à les faire paître. Si j'ai quelque chose d'autre à faire, ce sont mes fils qui les gardent. Mais la plupart du temps, c'est moi qui le fais. C'est quoi ça? C'est du koumis? Koumis. Alors le koumis, c'est du lait de jument fermenté. Ah, trop gentil. Et c'est un peu du soda au lait, quoi. C'est très très bizarre. Et là, il est très très fermenté. C'est pas un problème pour toi l'isolement? Parce que là, à part les moutons et les yaks, il n'y a pas grand-chose. Tu vas souvent au village? Nous descendons au printemps et à l'automne. Sinon, nous sommes ici. Nous restons à l'hivernage pendant 6 ou 7 mois de l'année. Je ne crains pas la solitude. Pourquoi devrais-je la craindre? Nous sommes ici pour nourrir nos enfants. Mais tu souhaiterais un jour qu'ils fassent la même chose que ce que tu fais aujourd'hui? Mon rêve serait qu'ils fondent une famille et deviennent bergers comme moi. Et il y a des jeunes générations qui viennent s'installer à la campagne, qui ont une yourte et qui essayent de reproduire la vie de berger. D'après toi, c'est quoi? C'est un effet de mode ou c'est vraiment pour essayer de retrouver leurs racines? Nos ancêtres étaient nomades. Ils se déplaçaient comme moi. Certains jeunes sont partis en ville pour chercher du travail, mais la plupart d'entre eux reviennent au village pour garder les bêtes. Ils veulent reprendre le métier de leurs ancêtres. Et puis ça rapporte bien plus que de travailler à la ville. Au Kyrgyzstan, les nomades possédant le plus de bêtes sont de vrais notables. Chacun leur tour, les hommes de la famille trouvent ainsi grande fierté à s'occuper du troupeau. Chaque soir, la fatigue se mélange à la satisfaction du travail accompli. Cette nuit encore, nous ne dormirons que d'un œil. À l'approche de l'hiver, les loups sont de plus en plus affamés. Ça fait des bonnes journées quand même. Je pense que tout le monde est content quand ça se termine. Et le pire, c'est qu'il fait super froid le soir. Ah, c'est tenir chaud. Viens de coucher, il est tard. Allez, au lit. Souhaite-lui bonne nuit. Oh là. Bonne nuit à toi aussi. Donc tu fais téter un peu et après tu traites? Oui, en tétant, le veau assouplit les pies. Et après la mère, elle donne combien de litres de lait? 2 litres et demi, 3 litres maximum. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi des yaks, pourquoi pas des vaches ici?
Nous n'exploitons que les bêtes qui sont nées sur place. Si on ramenait des vaches ici, elles ne donneraient quasiment pas de lait, car elles ne sont pas habituées à l'altitude, et il fait bien trop froid. La base de l'alimentation kirghize est constituée de produits dérivés du lait. Plusieurs fois par jour, on se restaure de beurre, de crème ou encore de boulettes de fromage. Comment ça se passe votre emploi du temps le matin? Je me lève entre 6h30 et 7h. Je commence par la traite des yaks et des juments. Ensuite, je reviens à la yourte et j'écrème le lait. Je fais fermenter le yaourt. Je prépare le fromage blanc. Je fais du kourout et du beurre. Ensuite, j'allume le feu et je fais le pain. Puis je prépare le repas. Je suis toujours occupée. Nous passons l'été à tout préparer pour l'hiver. Donc en hiver, nous pouvons nous reposer. C'est dur alors la vie d'une femme au Jailo, non? Rien ne s'obtient sans effort. Et finalement, ce n'est pas si dur quand on en a l'habitude. Et vos enfants maintenant, ils sont grands, mais c'était dur l'éducation ici, sur les hauts plateaux, l'été comme l'hiver? Oui, au début, ce n'était pas facile. Mais maintenant qu'ils sont grands, ce sont eux qui nous aident. Nos 2 fils vivent avec nous et notre fille travaille en ville. En fait, les difficultés s'estompent lorsque les enfants grandissent. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez que vos fils fassent alors pour plus tard? La tradition veut que le Benjamin reste avec sa famille. Il est attaché à son père et sa destinée, c'est d'être ici. Il faut faire chauffer le lait jusqu'à temps qu'il bout ou pas? Tiens. Il faut être patient pour obtenir de la bonne crème. Ah, les premières gouttes. Alors là, on met le lait, sort le petit lait, et là, par miracle, la crème. Et avec donc les 20 litres de lait de traite de ce matin, on va réussir à faire 2 litres de crème. Là, je pense qu'à me laisser tout seul, ça va prendre un certain temps. J'aurais peut-être pas dû lui proposer mon aide. Tu te débrouilles vraiment bien. Le plus dur, c'est de maintenir la même vitesse. Pourquoi on fait des boules? De cette façon, on sépare l'eau de la crème, tu vois? C'est pas gagné. Tu m'as bien aidé aujourd'hui. Et en plus, tu as tout fait très bien. C'est gentil, j'essaie de faire de mon mieux. Chez toi aussi, Christophe, on fait le beurre de cette façon? Bon, moi, j'achète le beurre au magasin. Je pense qu'on le fait avec des machines chez nous. Il y a peut-être encore dans de rares endroits où on le fait à la main, mais je ne sais pas où. Les bergers de la vallée, éloignés les uns des autres de quelques kilomètres, se retrouvent une fois par semaine pour faire la fête. C'est l'occasion de chanter l'histoire de leur peuple et surtout de prendre des nouvelles de chacun. Un moment pour manger des côtelettes, faut en passer par là.
C'est tout le temps toi qui tue le mouton? Non, ça dépend des fois. À quel âge t'as appris à faire ça? Quand j'ai eu 15 ans. Là, tu comptes récupérer la peau ou la laine? Ouais, c'est ça, je récupère la peau. Toi aussi, tu tues le mouton? Juste les poules, moi. C'est laquelle la meilleure partie dans le mouton? C'est l'échine. Et il y a le postérieur aussi. C'est la pièce d'honneur. Je croyais que c'était la tête, moi. Non. La tête, on la donne aux plus jeunes des invités. Oh là 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 là. D'accord. Неге деген кеп бар ба? Қаққа кетті? Өліп кетті. Апа, топал емесі жоқ қалды ба? Топасы жоқ қалды ба? Соның үшін неге деп атқан тұрмай ба? Alors ça s'appelle le borsok. Et plus il y en a, plus on est content de faire la fête ici. Et c'est délicieux. Là, ils vont préparer de la saucisse avec des oignons, des épices. Ils vont tout rouler. Après, ils vont mettre ça là-dedans. Ils viennent de tresser avec des boyaux. Et ça cuit un certain temps dans l'eau bouillante et c'est super bon. Ça n'a pas l'air comme ça, mais... Comment ça s'appelle exactement, ça? Bishsala. Bishsala. Le komouz, ce petit instrument traditionnel à 3 cordes, réveille en moi l'importance des racines et des origines. Certes, je n'oublie pas la yourte, les chevaux, les moutons, les montagnes et les nomades. Mais avec cette fête, je pense à mes proches avec qui j'aimerais partager cet instant précieux.
J'étais venu au Kyrgyzstan en pensant rêver le nomadisme comme un idéal révolu, anéanti par des années de régime communiste. Il semblerait au contraire qu'il ait contribué à préserver les traditions en obligeant les Kirghizes à approvisionner toute la Russie en moutons. Avec l'indépendance, les Kirghizes ont terriblement souffert de l'économie de marché, face à laquelle ils n'étaient pas préparés. Les villes souffrent toujours du chômage, mais aujourd'hui, chacun trouve enfin de nouveaux repères. Depuis peu, on revient vivre à la vallée. C'est la dernière fête de l'été. Et bientôt, la yourte qui nous a abrités trouvera sa place dans les plateaux réservés à l'hivernage. Plus qu'une tente, c'est une véritable maison que l'on déplace. Un abri qui, en tout lieu, préserve l'esprit de liberté des nomades. Ça ressemble à un chargement là quand même. Il y a un mélange de nostalgie de l'ancien emplacement et d'excitation du nouvel hivernage où l'herbe est plus verte. Et j'aime bien les voyages qui terminent par un nouveau départ. Les premières neiges arriveront dans quelques jours. Et au loin, plus qu'un père et son fils, c'est tout un peuple que je sens aller de l'avant, comme s'ils étaient impatients d'écrire le prochain chapitre de leur histoire. Sağlığımla